Bonjour à toutes et à tous, c'est Dorian de Mister Prépa. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième jour de l'instant concours, le JT des concours avec Mister Prépa. On décrypte comme chaque soir tout ce qui se passe durant la journée, les meilleures réactions des étudiants avec des vidéos micro-trottoirs dédiées. On couvre l'intégralité de ces sujets et des analyses des sujets qui tombent directement dans l'instant concours avec un article dédié sur Mister Prépa qui cartonne, hein. Vous appréciez ça de par les retours qu'on a, ça fait super plaisir. Et là, on va également débriefer les sujets de la journée. On va avoir la chance dans un premier temps d'être avec deux correcteurs brillants, décrits comme deux professeurs que vous avez l'habitude de voir sur Mister Prépa. On a fait des corrections détaillées pour ces deux épreuves qui sont tombées aujourd'hui, ces deux premiers sujets. On va ensuite décortiquer avec Emma, étudiante de l'ESSEC, les sujets de Géopo qui sont tombés. Et on va ensuite conclure avec Charles, que vous avez déjà eu l'occasion de voir, pour analyser ce qui s'est passé au niveau de la LV1 en anglais. Donc sans plus attendre, sans plus de suspense, on va tout de suite passer la main et le flambeau à nos deux cracks qui sont présents aujourd'hui. J'ai nommé Léo et Thierry. Salut à tous les deux, est-ce que vous allez bien, Léo pour commencer et Thierry ensuite? Bonjour Dorian, merci de nous recevoir encore une fois. Écoute, tout va bien, de belles épreuves écrites comme cette année, ravi de participer à ces corrections. Magnifique. Et bonjour à toutes et à tous. Bah pareil pour moi, tout va bien ici. Tant qu'on n'est pas élève, tout va bien. En tant que prof, tout va toujours bien. Et en espérant que les élèves qui nous suivent, effectivement, gardent le moral et le courage à les dernières journées d'écrit comme demain, quoi. C'est ça, là on est deuxième jour d'écricom, il reste encore une journée d'épreuve, mais là ça va être hyper intéressant parce qu'on va non seulement débriefer et corriger ces deux épreuves qui sont tombées aujourd'hui à écricom, et on va ensuite également faire, je dirais, une transition vers les deux grosses épreuves de SH qui nous attendent la semaine prochaine avec la BCE, à savoir le SH ESSEC EDEC, et le SH, enfin le SH ESSEC HEC EDEC, et le SH ESCP Schema. Léo, pour rapidement te présenter au niveau de ton parcours. Ensuite, Thierry, avant de nous plonger dans ces belles analyses. Ouais, donc je suis professeur agrégé chez MyPrépa, donc en prépa ECG, et correcteur écricom évidemment, donc ça nous permettra de voir ce qu'ont pu faire les étudiants sur ces deux sujets. Et avant cela, j'étais étudiant à l'EM Lyon, à Sciences Po Lyon. Voilà. Magnifique. Donc agrégé, CAPES, voilà, c'est un crack, ce Léo, magnifique. Thierry, je te laisse te présenter également, un crack également, bien sûr. Et ben moi aussi, prof de SH en première et deuxième année au lycée de la Nativité, à Aix-en-Provence. Super, ça fait plaisir. On va tout de suite, sans plus attendre, afficher donc les sujets qui ont été publiés sur Mister Prépa. Donc là, les sujets s'affichent actuellement à l'écran pour les étudiants. Donc là, on a la magnifique copie que vous avez eue tout à l'heure avec l'odeur qui va avec de par les retours qu'on a des étudiants. Donc là, ici, sujet 1, le pouvoir d'achat, virgule, instrument ou objectif. Le deuxième sujet, quelles sont les limites de la responsabilité des entreprises? Léo, première question pour toi. Quand tu vois ces sujets, c'est quoi ta première réaction directement? Bon, en réalité, des sujets assez classiques dans la mesure où il y en a un qui est plutôt relatif au programme de première année, celui sur la responsabilité de l'entreprise. L'autre, pouvoir d'achat, qui est plutôt axé sur les politiques économiques, même si évidemment il y a un aspect plutôt première année. Donc là-dessus, pas de surprise. Après, on en discutait justement avec Thierry avant. En réalité, on trouvait quand même que le sujet de la responsabilité de l'entreprise, qui paraît être le plus simple pour les candidats, est aussi assez piégeur. Et donc, c'est assez. Justement, ceux qui ont pris l'entreprise assez rapidement en se disant que c'est le sujet le plus simple, peut-être ont pu se tromper là-dessus. Voilà. Thierry, t'en penses quoi toi de ces sujets qui sont tombés aujourd'hui? L'avantage des notions qui sont présentées permet tout de suite de situer au moins rapidement dans une partie du programme. Le pouvoir d'achat, on sait qu'on va faire référence au programme de première année, mais ça va être transversal aux 2 années. La responsabilité de l'entreprise, programme de première année, mais on peut aussi aller regarder du côté des FMN, programme de deuxième année. Je trouve que les sujets couvraient vraiment bien, pour le coup, les 2 ans de prépa. Et un élève ou une élève qui avait bien travaillé ces 2 ans de prépa avait vraiment de belles cartes en main pour cartonner le jour du concours ici. Magnifique. Et là d'ailleurs, à noter deux sujets sphère réelle. C'est vrai que Ecricom habituellement nous Ouais. donne sphère réelle, sphère monétaire. On a eu notamment le SMI sur ces dernières années, ou alors parfois plus marginalement, mais des sujets de sociaux. Là, spontanément, d'ailleurs, on va faire un sondage sur Mister Prépa. N'hésitez pas à répondre à ce propos et nous dire d'ailleurs en commentaire ce qu'il en est. Vous avez choisi plutôt sujet 1, plutôt sujet 2, et vous, Léo, Thierry, selon votre expertise de par voilà,
votre expérience en prépa, vous pensez que les étudiants, les candidats écrits comme sur cette option message vont plus se tourner sur un sujet 1 ou sur un sujet 2? Vas-y Thierry, je te laisse. Je sais pas Pour la patate comment, mais chaude. oui, enfin, ouais, là, ouais, c'est moi qui prends je suis le perdant, c'est moi qui ai eu le premier la patate chaude. Bon, ouais, je pense que les élèves vont peut-être aller plus vers l'entreprise parce que c'est peut-être le plus rassurant. Je vais pas dire que c'est cocooning, mais on se dit l'entreprise, j'ai des choses à dire. Comme disait Léo tout à l'heure, attention, ce qu'on a à dire, est-ce que c'est superficiel ou est-ce que c'est vraiment de la théorie, quoi. Ouais, moi, je rebondis sur ce que dit Thierry. En fait, je pense que ça va être l'entreprise qui va être le sujet le plus choisi par les candidats. Et ça me semble pas forcément être une bonne nouvelle dans la mesure où un candidat sérieux pouvait, à mon avis, assez facilement traiter le sujet sur le pouvoir d'achat. Alors que l'entreprise, pour se démarquer, donc il va falloir être aussi beaucoup plus performant que les autres. En fait, c'est pas forcément comment dire, une assurance d'avoir pris ce sujet sur la responsabilité de l'entreprise, quoi. Ok, bah, hyper intéressant. On va tout de suite, sans plus attendre, je vais switcher sur donc l'analyse du premier sujet donc, qui nous a été pondu par Léo. Voilà, gros travail de Léo ici sur l'analyse qui est en réalité une correction, on peut le dire sans bavure à ce niveau-là, de ce sujet 1. Léo, donc déjà à première vue, pouvoir d'achat, objectif ou instrument, qu'est-ce qui t'inspire dans ce sujet à première vue? Comment on l'attaque directement? On rentre dans le vif du sujet, sachant qu'ici, il n'y a pas trop de pièges, les termes sont quand même assez obvious, j'ai envie de dire. Ouais, mais justement, en fait, le premier piège, en tout cas, la première chose à faire devant ce sujet, c'est de savoir ce qu'est le pouvoir d'achat. À mon avis, déjà, des étudiants qui arrivent à bien définir de manière précise la notion de pouvoir d'achat partent très très bien dans ce sujet. Concrètement, les notions de revenus disponibles bruts, d'unités de consommation qu'on voit dès le début de première année, sont des concepts qui généralement sont aussi oubliés des candidats. Et donc, déjà, arriver à retrouver ces notions au moment de définir le pouvoir d'achat, c'est quand même quelque chose d'important. Pareil, pas oublier que le pouvoir d'achat, c'est le revenu mis en relation avec le niveau des prix, hein, puisque comme c'est la quantité des biens qu'on peut acheter, il y a toujours le revenu et le niveau des prix. Donc, ça nous fera 2 niveaux d'analyse pour notre plan. Donc là-dessus, vraiment un gros travail d'analyse au brouillon sur la notion de pouvoir d'achat. Par contre, je trouve que la deuxième partie du sujet, c'est-à-dire objectif ou instrument, permet à des étudiants, même qui ne sont pas forcément à l'aise avec la matière, de traiter assez facilement le sujet en faisant de manière grossière, même si on pourrait faire mieux, hein, évidemment, une partie sur le pouvoir d'achat comme objectif des politiques économiques et une deuxième partie sur plutôt un instrument pour aller vers d'autres objectifs. Voilà. Donc ça, c'est quand même la deuxième partie du sujet est peut-être plus simple à comprendre que la notion de pouvoir d'achat. Je vais revenir après avec une question que j'ai pour toi, Thierry, juste ici sur l'analyse notamment des termes du sujet, avec l'accroche là qui est actuellement diffusée pour les étudiants qui nous regardent actuellement. Comment on arrive à définir pouvoir d'achat, l'objectif, l'instrument, et quelle suggestion d'accroche tu nous fais, sachant qu'encore une fois ici, il s'agit d'une idée, c'est pas absolument quelque chose de révolu, pas de pression par rapport à ça si vous n'avez pas cette accroche, et encore heureux, pas de stress spécifique. Mais Léo, est-ce que tu peux avancer, je dirais, un petit peu plus sur l'analyse des termes, la définition des différents termes du sujet? Du coup, moi, Dorian, c'est ça que tu m'as Ouais, dit? vas-y, Léo. La définition des termes du sujet, comme je viens de le dire, sur cette notion de pouvoir d'achat, donc les étudiants, en tout cas les meilleurs étudiants, penseront au revenu disponible brut par unité de consommation en prenant en compte le niveau des prix. Donc en fait, la phrase qu'on pourrait donner toute simple, hein, c'est la quantité de biens et services qu'on peut s'offrir avec notre revenu. Et donc ça dépend du revenu disponible brut, donc de l'ensemble des revenus qu'on peut toucher, revenus du patrimoine, revenus de la propriété, revenus sociaux avec les prestations sociales et les revenus évidemment salariaux, auxquels on ajoute donc, on diminue les impôts et autres prestations, et autres charges sociales par exemple. Et ensuite, on peut mettre ça en relation avec les unités de consommation pour comprendre que le pouvoir d'achat est aussi une question de structure de ménage et de savoir qu'on n'a pas le même pouvoir d'achat avec le même revenu lorsqu'on est une famille avec 3 enfants et juste un couple, par exemple. Donc ça, c'était les premiers points. Ensuite, penser à définir le niveau des prix aussi par l'indice des prix à la consommation, permettant donc de vraiment faire cette deuxième partie du pouvoir d'achat avec le niveau des prix. Donc. Et là, déjà qu'on avait fait ça, on avait fait une bonne partie du travail de l'analyse du sujet. Ensuite, je pense que les mots d'objectif et d'instrument sont peut-être un peu plus clairs pour les candidats. Un instrument, c'est quelque chose qui permet de jouer sur d'autres objectifs. Donc, on utilise le pouvoir d'achat pour stimuler l'emploi, stimuler la croissance, etc.
ou alors on l'utilise comme objectif propre, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat est la fin de toute politique économique ou de politique publique en règle générale. Et donc, en fait, la question, c'est de savoir en fait, si le pouvoir d'achat est la fin ou le moyen. Avec Thierry, on pensait des politiques publiques. En fait, il nous semblait qu'il manquait peut-être cette notion dans le sujet. En fait, c'est les politiques publiques. Est-ce qu'elles utilisent le pouvoir d'achat ou est-ce qu'elles essayent d'augmenter le pouvoir d'achat, quoi. C'est un peu ça le sujet. Et juste pour finir donc sur l'accroche, en fait, justement pour reprendre cette définition de pouvoir d'achat que j'évoquais juste avant, j'ai repris un ouvrage du CEPI que peut-être les étudiants de classe préparatoire connaissent, qui est l'économie française, non, de l'OFCE, pardon, pas du CEPI, qui est l'économie française 2023, dans laquelle on constatait l'évolution du pouvoir d'achat sous Emmanuel Macron grâce à cet indicateur du revenu disponible brut, etc. Donc ça montrait en fait l'évolution du pouvoir d'achat et montrait aussi que c'était un objectif des politiques publiques et un objectif cher aux citoyens, puisque dans toutes les prévisions électorales, à chaque fois, on retrouve le sujet du pouvoir d'achat comme étant un sujet majeur. Voilà. Hyper intéressant. Thierry, toi, à première vue, quand tu as vu ce sujet pour les étudiants, c'est quoi les principales difficultés qui émanent finalement de ce sujet portant sur le pouvoir d'achat? Je, je pense, comme on discutait aussi tout à l'heure, le pouvoir d'achat, il y a une définition statistique claire, précise qu'il faut connaître. Et après, c'est de relier, peut-être savoir relier ça à des grandes théories. C'est-à-dire que des auteurs, on sait, comme Keynes, les néoclassiques, ne parlent pas de pouvoir d'achat, hein. Le pouvoir d'achat, c'est pas une notion théorique pure. Comment les élèves vont pouvoir rattacher ça, par exemple, à la fonction de consommation keynésienne, où on va retrouver le revenu courant. Donc le niveau des prix n'y est pas, mais il y aura voilà, ce revenu courant qui sera ici. Dans la théorie néoclassique, ben, il y a quand on fait le ratio W sur P, quand on analyse par exemple une contrainte budgétaire, ben, W sur P, c'est finalement le pouvoir d'achat du salaire, on appelle ça le salaire réel. Donc est-ce que les élèves aussi, d'un point de vue avec les outils micro, macro, est-ce qu'ils arriveront justement à entrer dans ce sujet avec ça aussi, quoi. Ok, hyper intéressant, merci Thierry. On va reprojeter à l'écran justement, Léo, la fin de ton analyse globale où tu évoques le carré magique de Caldor. Pourquoi l'avoir évoqué? Est-ce que c'est grave de ne pas l'avoir mentionné? Non, non, je pense pas que ça soit très grave. Enfin, c'est sûr que c'est pas très grave de ne pas le mentionner. Tout simplement, en fait, dans la question d'instrument, quand on dit que le pouvoir d'achat est un instrument, ça veut dire qu'il sert à quelque chose et à augmenter ou à faire diminuer certaines variables. Et donc, finalement, se servir du pouvoir d'achat pour remplir un autre objectif, je pensais qu'en fait, ces objectifs-là, on pouvait les exprimer à travers le carré magique de Caldor en disant que généralement, si on veut une hausse du pouvoir d'achat et si on s'en sert comme instrument, ça veut dire qu'on veut potentiellement réguler les grandes fonctions économiques, les grandes variables macroéconomiques que sont la croissance, l'emploi, l'inflation, etc. D'ailleurs, l'inflation fait partie de la définition du pouvoir d'achat. Donc, en fait, c'était une manière de cadrer le sujet. Évidemment que si on utilise une autre manière de le cadrer et qu'on n'utilise pas à proprement parler le carré magique de Caldor, ça ne sera pas reproché par les correcteurs. Non, pas du tout. Au top, bah, magnifique, merci pour ça Léo. On va tout de suite donc se plonger dans cette analyse de plan, dans l'analyse du sujet, la correction que tu nous proposes aujourd'hui. À noter encore une fois pour toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre, je viens de voir un pic au niveau des viewers, c'est pour ça que je me permets de le redire. Donc là on est accompagné de Léo et Thierry, tous deux professeurs en classe préparatoire et surtout tous deux correcteurs à Écricom. On va ensuite voir les sujets probables, les sujets potentiels qui peuvent tomber sur l'ABCE, à savoir l'ESH HEC ESSEC et l'ESH ESCP Schema. Donc voilà, petit teasing, il faut rester bien évidemment. On va se plonger donc sur la proposition que tu nous as faite, Léo. Thierry, avant ça, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'il y a un plan qui paraît évident, par exemple le fait de dire grand 1 instrument, grand 2 objectif, ou est-ce que finalement ça tombe dans une récitation et il faudrait le prendre d'une manière plus complexe que ça, ce sujet? Ouais, j'ai tendance à dire que des élèves qui arrivent en ESH le matin à 8 heures, ils ont déjà eu des maths et des LV2 la veille, ils ont deux épreuves encore. En 4 heures, on n'est pas à l'agrégation, on n'est pas à l'ENA. Enfin, je le dis aux élèves comme ça, il faut être rapidement opérationnel sur des notions. Donc j'avoue que moi, si les élèves prennent grand 1, instrument, grand 2, objectif ou l'inverse, je crois que de toute façon, le rapport de jury l'année dernière de HEC précisait bien, quand c'était le sujet pourquoi et comment évaluer les politiques publiques, je crois que c'était marqué noir sur blanc qui disait que c'est pas grave si les élèves prenaient pourquoi, comment, parce que si les élèves prennent trop de temps pour chercher un plan, ils se retrouvent au bout d'une heure, 2 heures, et après, vous n'avez plus le temps de rédiger, quoi. Donc moi, je pense qu'avec Loué, on est d'accord que si les élèves partent sur objectif, mais avec des nuances, et ça peut être aussi un instrument avec des nuances, et voilà, je pense que c'est largement acceptable pour des élèves qui sont à un niveau bac plus 2, enfin bac plus 2, voilà, qui ont ce niveau-là, quoi.
Ok, très, très, très clair. D'ailleurs, on va le voir, hein, il n'y a pas de perspectives historiques hein, qui sont apparentes sur ces sujets-là. On l'a vu dans d'anciens sujets où il y avait une mention, par exemple, voilà, depuis Mm. le 19e siècle, depuis 1945, là, il n'y avait pas de mention. Donc, quelle est la délimitation temporelle? Et là, je vais repartager ton premier point, Léo, qui ici est le pouvoir d'achat est un objectif fort des politiques publiques depuis la première révolution industrielle, donc depuis la fin du 18e siècle. Pourquoi avoir cette mention temporelle ici qui est forte selon toi? Alors déjà, moi, c'est ce que je dis à mes étudiants, le programme de SH, quand on regarde le bandeau officiel, c'est depuis le 19e siècle, et plus particulièrement depuis la première révolution industrielle. Donc généralement, quand il n'y a pas d'indicateur spatio-temporel, le sujet part de la première révolution industrielle en réalité. Donc c'est pour ça que préciser depuis la première révolution industrielle, finalement, c'est pas non plus, ça révolutionne pas la roue non plus, hein, c'est pour être très honnête. Par contre, pourquoi j'ai mis ça? C'est parce que le fait d'arriver dans une société post-première révolution industrielle où en fait on démarre la société de croissance, donc avec une vision pro-croissance au sein de la société, fait qu'il y a une sacralisation du pouvoir d'achat. Même si on sait que la dernière étape de la croissance chez Rosto, elle arrive surtout au XXe siècle avec le paradigme de la société de consommation, en fait, dès le début de la société industrielle, on a cette idée il faut produire plus, sauf que sans pouvoir d'achat derrière, la production, elle ne sert à rien. Donc finalement, une société vraiment basée sur la croissance économique est entre guillemets basée aussi sur le pouvoir d'achat parce que pour produire plus et écouler cette production, le pouvoir d'achat est essentiel pour que la demande suive derrière en fait. Donc finalement, le pouvoir d'achat est au cœur du contrat social d'une société pro-croissance. Et c'est d'ailleurs ce que aussi critiquaient certains auteurs comme Jean Baudrillard de manière plus contemporaine, Benoît Helbrun, qui est prof à l'ESCP, et qui a écrit un livre justement sur le mythe du pouvoir d'achat en 2024, où il montrait dans ce livre-là que le pouvoir d'achat était un mythe qui en fait est le principe et la base de la société industrielle et de la société croissantiste. Ok, mais hyper intéressant. On va se plonger plus en détail là sur ces sous-parties que tu as évoquées. Encore une fois, pas de stress, hein, je vous vois déjà en commentaire, pas de pression si vous n'avez pas cité l'ensemble des auteurs qui sont Oui, mentionnés, ne si vous t'inquiète n'avez pas. pas évoqué directement la première révolution industrielle. Encore une fois ici, là voilà, c'est une copie qui serait voilà, quasi parfaite et qui va s'apparenter très probablement à ce que va tendre la correction officielle à terme. Donc là, encore une fois, pas de pression, pas de stress et on est là justement aussi pour vous rassurer, pour vous donner des billes supplémentaires parce qu'on n'est pas à l'abri que finalement un sujet qui est tombé aujourd'hui à Ecricom peut très probablement tomber, ou du moins pas sous cette formulation-là, mais des notions peuvent tomber et peuvent s'apparenter à ça sur des sujets qui seront présents à l'ESSEC, à l'ESCP notamment. Je cite par exemple en 2019, hein, j'aime bien prendre cet exemple-là, où on a eu par exemple protection sociale et croissance économique, donc au niveau d'Ecricom en 2019, on est tombé sur les prélèvements obligatoires avec la compétitivité, cette notion-là, et la croissance économique à l'ESSEC, et on était tombé sur la justice sociale à HEC, on est tombé sur la croissance économique et la contrainte environnementale en 2019. Donc finalement, cette notion de croissance, elle est revenue quasiment sur ces quatre sujets, avec cette notion aussi de social ou d'environnemental. Donc tout ça pour dire qu'encore une fois, ici, c'est aussi dans un but pédagogique de vous préparer de la meilleure des manières pour cette épreuve, enfin ces épreuves du moins, de la semaine prochaine. Léo, donc là, tes sous-parties, tu les as attaquées avec Oui. un premier point, le point A, qui est le pouvoir d'achat est au cœur du contrat social d'une société capitaliste de consommation, c'est ce que tu nous as évoqué juste maintenant. Et ensuite, ici tu évoques dans un second temps, le pouvoir d'achat est ainsi un objectif des politiques économiques dans un objectif de réélection. Est-ce que tu peux nous expliciter ce point-là où tu cites ici William Nordos notamment? Tout à fait. En fait, l'idée aussi, ce qu'on essaie de développer dans une dissertation, c'est montrer au correcteur qu'on a bien travaillé pendant 2 ans. Et donc, si on peut prendre des éléments de tous les chapitres différents pour montrer qu'on a été sérieux, c'est toujours mieux. Et donc, en fait, la théorie de William Nordos du cycle politico-électoral, normalement, on la voit dans l'histoire de la pensée économique en première année, qui est un chapitre généralement peu aimé des candidats. Donc, je voulais rappeler aussi, en utilisant cette référence, que ce chapitre-là, qui paraît peu utile parfois aux candidats, peut en fait permettre de faire des arguments. Donc, pour rappel, hein, William Nordos montre que l'homme politique est un homo economicus qui cherche sa réélection. Ça se manifeste chez William Nordos par un cycle politico-électoral. Concrètement, je fais de la relance avant une élection pour être populaire, et puis dès que j'arrive au pouvoir, je coupe les dépenses publiques pour compenser ma phase de relance précédente. Ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'en réalité, l'homme politique est donc prêt à mettre en place n'importe quelle mesure afin de se faire réélire.
Et donc finalement, si le pouvoir d'achat est au cœur du contrat social, comme on l'a vu en A, il est logique que l'homme politique, à travers les pouvoirs publics et les politiques qu'il met en place, cherche à maximiser le pouvoir d'achat afin de se faire élire et de se faire aimer de la population. On constate ça d'ailleurs dans l'actualité, hein. Les dernières élections législatives, on voit que chaque parti y allait de sa mesure afin de maximiser le pouvoir d'achat, que ce soit la fin de la TVA pour le Rassemblement national, le blocage des prix pour LFI, ou alors juste la baisse d'impôts pour le parti d'Emmanuel Macron. Donc finalement, en fait, on voit que tous les partis essayent de tirer parti justement de cet objectif de pouvoir d'achat en mettant certaines politiques en place. Et dernière idée qui est intéressante, c'est de savoir, est-ce que le pouvoir d'achat est un objectif, en tout cas l'augmentation du pouvoir d'achat est un objectif pour toutes les catégories sociales ou pour seulement certaines. On voit que par exemple le parti d'Emmanuel Macron essaye d'augmenter le pouvoir d'achat de toutes les catégories sociales, même les plus aisées, alors que si on va plus à gauche, on voit que la hausse de la fiscalité diminuerait le pouvoir d'achat des plus riches pour augmenter le pouvoir d'achat des plus pauvres. Donc en fait, là, on voit que le pouvoir d'achat des plus pauvres est un objectif et non pas forcément le pouvoir d'achat de l'ensemble de la société. Donc ça pourrait être une distinction intéressante à faire. Pouvoir d'achat total ou pouvoir d'achat en fonction des catégories sociales. Voilà. Ça pouvait être une distinction intéressante que les étudiants pouvaient même développer dans un argument entier, à mon avis. Hyper cool, merci Léo. On a une question du CEF.mp4 qui nous dit Thierry, je te pose la question à toi. Est-il possible d'établir un plan de la sorte, donc en deux parties, avec un grand 1, le pouvoir d'achat est un instrument ou un objectif, et un grand 2, il peut être les deux simultanément? Oui, s'il n'y a pas de redondance, c'est toujours pareil, hein. S'il n'y a pas de redondance entre les parties et qu'on ne redevient pas dans la deuxième partie, on n'utilise pas de nouveau les éléments de la première partie, à la rigueur, vous savez, les plans, il y en a, j'allais pas dire une foultitude, mais il y a plein de plans, oui, ça peut très bien. Voilà, c'est savoir par contre que les thèmes doivent être complètement différents dans les deux parties, quoi. Ok, ouais, faut pas, encore une fois, faut pas dire les mêmes éléments et les mêmes arguments. Johan Rigolet qui nous dit pouvoir d'achat de la monnaie, point d'interrogation. Ouais, ça peut rentrer dedans hein, puisque c'est pas précisé. Donc, et puis finalement, en fait, le pouvoir d'achat de la monnaie, donc qui est l'objectif de la Banque centrale, hein, l'inflation, c'est une perte de pouvoir d'achat de la monnaie finalement. Donc, on peut aussi dire que l'objectif de toute politique monétaire, c'est de maintenir et de préserver le pouvoir d'achat de la monnaie. Donc, un étudiant qui a fait cet argument, à mon avis, est complètement dans le sujet et voilà, ça sera valorisé parce que c'est un argument qui est dans le sujet. Et en Je crois qu'il y a même aussi, vas-y, pardon, vas-y, je me je t'en prie, permets, je on t'en peut prie. juste aussi rebondir, pouvoir d'achat de la monnaie interne, externe, quoi. Externe, souvent, on n'en parle pas comme ça, mais on peut intégrer on intègre dans le pouvoir d'achat externe de la monnaie le taux de change, notamment, quoi. Et du La coup, capacité de la monnaie. le pouvoir d'achat des touristes, quoi. En fait. Ouais, on peut le voir comme ça. Il y a notamment ici bah là, l'argument de la planche à billets, pour citer la Fed ici, qui vient finalement, bah, comme quoi les politiques publiques peuvent finalement entraver le pouvoir d'achat du consommateur. On va y revenir juste après. Donc là, si vous n'avez pas d'autres questions, on se plonge sur la suite de ce plan qui nous a été proposé par Léo. Donc avec une deuxième partie, on constate d'ailleurs que les politiques structurelles ont la capacité d'agir positivement sur le pouvoir d'achat. Entre parenthèses, les politiques structurelles peuvent viser et visent le pouvoir d'achat. Léo, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce choix au niveau de cette deuxième partie? Et ensuite, on va se plonger sur cette première sous-partie qui porte sur le fait que les politiques structurelles permettent d'accroître le revenu des agents économiques. Encore une fois, en fait, l'idée, c'est de montrer. Moi, je pense que le sujet, en fait, l'implicite du sujet, c'était est-ce que c'est le cœur des politiques publiques et des politiques économiques ou sociales, etc. Et donc, finalement, si on a dit en grand 1 que le pouvoir d'achat était bien un objectif des politiques publiques, ça se confirme dans la réalisation de ces politiques. En fait, on voit que la plupart de ces politiques économiques qu'on va décrire par la suite ont soit l'objectif direct d'accroître le revenu, donc le numérateur du pouvoir d'achat, ou de stabiliser, voire de faire diminuer le niveau des prix. Donc finalement, tous ces objectifs-là, de manière directe ou indirecte, hein, de manière consciente ou inconsciente, concourent à l'augmentation du pouvoir d'achat. Donc ça montre bien que les pouvoirs publics ont la possibilité, grâce à leur politique, de prendre le pouvoir d'achat comme objectif, l'augmentation du pouvoir d'achat comme objectif, parce que les politiques structurelles agissent directement sur le pouvoir d'achat, en réalité. Et que Ok, c'est une finalité. vas-y. Voilà. Non, c'est tout.
Et là, justement, pourquoi parler des politiques publiques? Parce que finalement, ce qu'on peut se dire aussi, c'est en fait en termes d'instruments. Ça veut dire que quelqu'un est bien à la baguette, en fait, finalement, de cet instrument, si on prend cette métaphore. Et donc, ça peut être assez cool. Donc, big up là à Sohail et à Adam, du coup, Adem, dans le chat. Merci beaucoup, les gars, d'être là. Ensuite, donc là, Léo, donc tu évoques ici en auteur, encore une fois, en précision, ce n'est pas grave si vous n'avez pas mentionné ces auteurs, donc notamment ici Human Capital de Gary Baker ou encore Combe, Robert Lucas ou Philippe Aghion. Est-ce que tu peux développer un petit peu plus les théories que tu as avancées ici et les auteurs que tu as choisis pour justement étayer ton propos sur cette partie? Alors, là, j'ai essayé de distinguer en fait les politiques qui permettent d'augmenter le pouvoir d'achat. La première politique, et je sais que pour le coup, cet argument nous tient plutôt à cœur avec Thierry, parce qu'on a vu pas mal de chroniques ces dernières années, notamment de Xavier Jaravel ou d'Emmanuel Combe sur ce sujet-là. C'est-à-dire que généralement, on pense pour le pouvoir d'achat qu'il faut mettre des mesures conjoncturelles très rapides en place, donc le blocage des prix, etc. Sauf qu'en fait, on oublie de mentionner que les mesures les plus saines pour augmenter le pouvoir d'achat sont des mesures structurelles la plupart du temps, notamment la politique éducative. Il faut rappeler qu'en France, il y a environ 1 million de jeunes qui ne sont ni en formation, ni en emploi, ni en stage, etc. Et qu'en fait, toutes ces needs, on les appelle, sont à la base d'une perte de productivité et forcément d'un pouvoir d'achat qui est faible, hein, parce que si vous êtes au chômage ou si vous n'avez pas d'emploi, vous avez un pouvoir d'achat qui est très faible. Donc finalement, ici, l'idée, c'est de montrer avec Gary Baker que tout individu est rémunéré en fonction de sa productivité marginale et que plus on a une politique éducative qui est performante et qui permet d'augmenter cette productivité marginale, plus le pouvoir d'achat des individus sera fort. Et c'est ce que montre notamment avec l'exemple Emmanuel Combe. On voit bien avec le titre de son article l'idée qu'on veut véhiculer ici. Le pouvoir d'achat passe par l'éducation. Plus on éduque, plus le taux d'emploi augmente, plus la performance et la productivité des employés augmentent, et donc plus le salaire, donc le revenu, le numérateur du pouvoir d'achat, va pouvoir être important. Donc c'est une première politique qui permet l'augmentation du pouvoir d'achat. Et on voit bien ici qu'Emmanuel Combe fait du pouvoir d'achat un des objectifs de la politique éducative, concrètement. Ce n'est pas qu'une politique sociale de réduction des inégalités. Ok, très clair pour ça. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir être au courant de tous les débriefs qu'on va faire sur Mister Prépa durant cette période. Deuxième sous-partie qui s'affiche actuellement à l'écran pour les étudiants, tout en maintenant les prix à un niveau faible. Donc ici, tu vas parler forcément du libre-échange, de la concurrence et des choix stratégiques en termes de politique monétaire qui sont mis en place ici par les institutions. Est-ce que tu peux développer cette partie, Léo, s'il te plaît? Bon, ça, je pense que celle-là, elle est quand même plus classique pour les étudiants, Ouais. et elle est plus simple. Mais concrètement, quand vous allez sur le site de l'autorité de la concurrence française, un des premiers objectifs affichés par l'autorité de la concurrence, c'est de préserver le surplus du consommateur. Et en fait, on pouvait reprendre cette notion très microéconomique du surplus du consommateur pour la lier au pouvoir d'achat. C'est-à-dire que diminuer les prix, en tout cas les maintenir à un niveau faible, éviter le pouvoir de monopole, le price maker, en fait, le pouvoir de faire ses prix. Finalement, ça concourt aussi au pouvoir d'achat parce qu'on sait très bien, et c'est Philippon qui le montre dans ses travaux, que quand on a peu de concurrence dans une économie, notamment les États-Unis, on a un pouvoir d'achat en berne. Avec par exemple le forfait de téléphone qui est pris comme, par Thomas Philippon. Donc là, on pouvait même introduire une distinction entre pouvoir d'achat et pouvoir d'achat arbitrable, le revenu disponible arbitrable, en rappelant qu'il y a des dépenses qui sont préengagées, comme notamment le forfait de téléphone aujourd'hui qui fait partie des dépenses de base. Et donc, on pouvait même introduire cette distinction de première année, là que je n'ai pas mise, mais qu'on aurait pu faire, entre revenu disponible brut et revenu disponible arbitrable. Voilà. Après, de même pour la politique commerciale, finalement, le libre-échange sert à faire diminuer les prix et donc à augmenter aussi, à diminuer le fameux prix du caddie, pour paraphraser Lionel Fontanier qui a écrit La feuille de paix et le caddie. Il disait qu'un des avantages de la mondialisation, un des objectifs, c'est la baisse de prix pour le consommateur et donc toujours augmenter le surplus du consommateur. Donc là, on voit bien qu'il y a le pouvoir d'achat comme objectif des politiques économiques. Donc là, tu as cité notamment Ricardo, auteur très classique, Oui. voilà, que tout le monde connaît. Donc là, c'est à la portée, notamment sa théorie des avantages comparatifs, avec forcément son exemple sur le Portugal, ici qui est quand même très connu, des préparationnaires. Et Léo, toi, t'aimes bien faire des troisièmes parties. Donc là, tu nous plonges sur cette troisième partie. Pour autant, et là, voilà, là, allez, on renverse le sujet, c'est parti. Pour autant, certaines politiques conjoncturelles, généralement, donc là, c'est intéressant, on voit que tu as fait une distinction entre les politiques structurelles et les politiques conjoncturelles. Donc certaines politiques conjoncturelles, généralement, font du pouvoir d'achat un instrument. Il peut dès lors exister certaines contradictions entre le pouvoir d'achat comme un instrument
et comme objectif. Donc ici, tu vas commencer avec voilà, les éléments, je dirais, la tartine que tout le monde connaît, modèle ISLM, Keynes, Musgrave. Est-ce que tu peux développer cette partie-là sur le fait que la politique conjoncturelle utilise le pouvoir d'achat comme un moyen de stabiliser l'économie? Ouais, bah, en réalité, en fait, le pouvoir d'achat chez Keynes, alors encore une fois, comme disait Thierry tout à l'heure, hein, le pouvoir d'achat, Keynes n'a jamais utilisé cette expression-là, donc c'est toujours un petit peu, on prend le concept avec des pincettes ici, hein, pour pas trahir la pensée de Keynes. Mais en réalité, chez Keynes, il y a toujours cette idée que il faut relancer la demande pour retrouver une stabilité économique et notamment une baisse du chômage et une hausse de la croissance économique. Et donc, pour ce faire, il faut relancer la demande, donc le pouvoir d'achat, hein, parce qu'une demande sans pouvoir d'achat n'est pas une demande. Donc finalement, il faut réussir à augmenter le pouvoir d'achat, notamment le revenu des agents, à travers l'investissement public, ne serait-ce qu'en créant des emplois, par exemple. Et donc finalement, en fait, si on reprend même la théorie du multiplicateur keynésien et de la demande anticipée chez Keynes, en fait, on se rend compte que pour relancer l'emploi, il faut anticiper une demande forte. Et anticiper une demande forte, ça part aussi d'un pouvoir d'achat qui augmente. Donc là, ici, le pouvoir d'achat est ce qui permet en fait de relancer l'emploi et la croissance. Après, honnêtement, je ne sais pas ce qu'en pense Thierry, mais un étudiant qui dirait qu'en réalité, c'était l'objectif pourrait être aussi entendu, parce que finalement, en relançant l'emploi, on relance aussi le pouvoir d'achat par ailleurs. Donc, c'est là où, en fait, la distinction, je trouve, hein, en tout cas, instrument-objectif, faire un peu de sa pertinence, parce qu'on pourrait assez bien défendre en réalité les deux points de vue, quoi. Donc, c'est pour ça que l'étudiant tout à l'heure qui a dit instrument et objectif, ici, pourrait très bien se défendre en disant en réalité, dans ce cas-là, dans ce cas de A, du coup, avec Keynes, ISLM, etc., c'est tout autant un instrument qu'un objectif parce que c'est un cercle vertueux qui se crée en réalité. Donc, je sais pas ce que- On, on va répondre à toutes les questions et tirer notamment des questions, je sais, qui vont te faire très plaisir là qu'on vient de recevoir des étudiants. Juste avant cela, on conclut avec, voilà, je dirais, voilà, the cherries on the cake pour Léo, là, cerise sur le gâteau pour finir ce sujet. Donc là, finalement, il s'avère que dans certains cas, l'utilisation du pouvoir d'achat comme instrument des politiques économiques à l'encontre pardon, de l'objectif de long terme d'accroître le pouvoir d'achat. Si tu peux ici développer, notamment là, tu as évoqué l'output gap théorisé par Okun, hyper intéressant ici. Est-ce que tu peux développer cet aspect-là, Léo, s'il te plaît? Ouais, en fait, l'idée, c'est de, encore une fois, on repart donc des variables macroéconomiques de Caldor. On essaye de se poser la question, s'il faut l'un ou l'autre dans le sujet, ça voudrait dire qu'il y a une forme d'antagonisme entre les deux. Et donc, potentiellement, l'un ne va pas dans le même sens que l'autre. Ici, c'est ce qu'on essaye de montrer en disant que les politiques qui utilisent le pouvoir d'achat, concrètement les politiques d'austérité budgétaire, hein, qui permettent de diminuer le pouvoir d'achat et donc de diminuer le déficit commercial, voire de faire calmer enfin, de faire baisser le niveau des prix, en réalité, ces politiques d'austérité vont permettre d'atteindre l'objectif, hein, de stabilisation des grandes variables macroéconomiques en permettant potentiellement un excédent commercial. Donc là, on voit bien que l'instrument pouvoir d'achat a bien joué son rôle. Par contre, du coup, cet instrument, on a vu qu'il a été utilisé à la baisse. La baisse du pouvoir d'achat permet cela. Et donc, ça va à l'encontre du contrat social qu'on a évoqué en grand 1, qui est toujours l'augmentation du pouvoir d'achat. Donc, en fait, les deux sont possibles. Mais ici, on voit qu'il y a une forme de contradiction entre l'objectif et l'instrument, parce que c'est par la contradiction de l'objectif que l'instrument pouvoir d'achat était efficace, en fait. Voilà. Donc, c'est une dernière distinction qu'on fait dans ce sujet pour essayer de jouer vraiment sur ce ou, entre instrument ou objectif. On essaye de montrer qu'il y a une forme d'antagonisme entre les deux. Ok, merci beaucoup Léo, mais encore une fois, tout à l'heure on avait un étudiant qui nous a dit simultanément, c'est-à-dire transformer ce ou en et, qui peut, en fonction de la manière dont tu as structuré ton plan, qui peut passer. Je vais répondre à toutes les questions, il y en a vraiment pas mal, merci beaucoup, n'hésitez pas encore une fois à nous les poser directement en commentaire. Mar BDJ qui nous dit le pouvoir d'achat, comment on le définit? Donc là, on t'a présenté la définition qui nous a été proposée par Léo. Donc le pouvoir d'achat se définit comme la quantité de biens et de services qu'un agent économique peut s'offrir avec son revenu. Ainsi, le pouvoir d'achat est fonction de deux variables économiques, donc le revenu de l'argent et le niveau des prix. Donc ici notamment la distinction qui était hyper intéressante avec le calcul que Léo a évoqué, c'est revenu disponible brut d'un ménage, donc le RDB, sur les unités de consommation du ménage. Donc n'hésite pas encore une fois, Mar BDJ, à consulter l'analyse complète, le replay également qui sera disponible. Quelques questions pour toi Thierry. Alors est-ce que en tant que correcteur, Momo nous demande est-ce qu'on a des points bonus si on regarde le live? Avec un chèque, pourquoi pas? Bon, la réponse est non, bien évidemment, Momo, mais en tout cas, tu peux Oui, j'ai pas dit, maximiser tes chances. Désolé. Tu peux maximiser tes chances, je l'espère pour toi, pour HEC et pour, et pour le SCP pardon, la semaine prochaine. Aminata qui nous dit
Est-ce que si on fait la dissertation sans auteur, mais avec uniquement des exemples d'actualité, ça peut faire l'affaire ou pas? Messieurs les correcteurs. Le problème de faire qu'avec l'actualité, l'actualité, je dirais, c'est comme l'écume des vagues, quoi, un peu. Voilà, c'est l'actualité, ça bout. Mais en fait, on n'a pas la tectonique des plaques, c'est-à-dire les grands auteurs des choses. Alors, si c'est présenté de façon argumentée avec quand même des arguments, ça va, mais de faire que sur l'actualité, en fait, ce qu'on demande en ESH, par définition, c'est l'utilisation d'outils théoriques, quoi. Donc, sans auteur, non, c'est quand même ce qui est valorisé en ESH, quoi. Pardon, hein, mais je pense que Léo est d'accord avec moi aussi, de toute façon. Hein. Ah oui, tout à fait. Après, ça ne veut pas dire que la note sera très mauvaise, hein, parce que si la copie est bien faite avec de l'actualité, on pourra avoir une note correcte. Mais pour avoir de très bonnes notes, en fait, on cherche aussi à vérifier un travail qui a été fourni pendant 2 ans. Et le travail qui a été fourni se vérifie aussi sur l'utilisation de modèles théoriques qui sont bien expliqués. Donc, c'est une composante importante. On le rappelle à tous les candidats pour les prochains sujets. On cherche quand même un fond théorique dans les copies, même si il faut éviter le name dropping, quoi. Voilà, on essaye toujours d'être entre les deux. C'est ça. Là, encore une fois, on a évoqué énormément d'auteurs, encore une fois, mais ce n'est pas Voilà. ici le name drop qu'il faut faire, mais ça vous permet en tout cas de conceptualiser, d'avoir pas mal d'éléments ici. Benjamin qui nous dit super rassuré de ce sujet qui était hyper abordable. Donc ça fait plaisir, Benjamin. En tout cas, si tu as plié le sujet, Bravo. tout bénef. Voilà. Bon courage à toi, tu nous tiendras au courant de ta note sur Mister Prépa. Maxence qui nous dit est-ce que parler du taux de PPA était une bonne idée, Thierry? Eh ben, c'est quand j'évoquais le pouvoir d'achat externe de la monnaie, quoi. Le pouvoir d'achat externe de la monnaie, c'est le pouvoir d'achat, c'est 1 euro, une unité monétaire, ça me permet d'acheter combien de paquets de pâtes. Alors, il y a le pouvoir d'achat interne de la monnaie, Léo l'a dit tout à l'heure, tu rapportes à l'inflation domestique. Mais quand vous prenez par exemple le taux de change réel, petit q égale E, taux de change nominal, fois P domestique sur P étoile, P étranger, vous avez le pouvoir d'achat de la monnaie, le pouvoir d'achat externe de la monnaie. Ça passe par le taux de change nominal, donc en prenant en compte le différentiel d'inflation, le taux de change réel. Donc oui, le taux de change PPA, c'est celui justement qui permet par définition, je prends un McDo à Paris avec en euros, je vais à Londres, l'Eurostar tout de suite. Est-ce qu'avec 3-4 euros à Paris, je peux m'offrir exactement le même McDo à Londres? Donc est-ce que le pouvoir d'achat de ma monnaie est conservé si je transforme ça dans une autre monnaie? Donc bien évidemment, le pouvoir d'achat externe de la monnaie est à prendre en compte. Et si cet étudiant ou étudiante, je ne sais plus qui c'était, l'a fait, je Maxence, trouve ouais. que c'est Maxence, je trouve que c'est une analyse très pertinente. Ok, il y a Kno qui a dit non Maxence c'est nul. Bah non c'était bien. Je pense que peut-être il Bon, trollait. Comment définir le pouvoir d'achat? On a répondu à ta question. Est-ce que Xali nous demande est-ce que c'était envisageable d'utiliser pardon le modèle WSPS pour dire que la baisse du pouvoir d'achat peut dire que pardon baisser le pouvoir d'achat c'est baisser WS qui permet finalement de réduire le chômage. Ouais, oui, c'est peut-être pas forcément le modèle qu'on attendait en premier, quoi. WSPS, oui, je l'aurais mis, mais il y avait le modèle à 45 degrés de Samuelson, ISLM, ISLM BP. Partir sur WSPS pour baisser le chômage, oui, d'accord, on augmente l'emploi. Le problème, c'est que l'emploi qu'on augmente, regardez ce qui se passe au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne, ça peut être des mini-jobs donc qui sont pas très bien payés, donc avec un pouvoir d'achat qui reste relativement faible. Attention aux étudiants ou étudiantes quand ils utilisent les modèles de choisir le modèle pertinent, quoi. Pour enfoncer un clou, je prends un marteau, je vais pas prendre un tournevis. Il y a une boîte à outils, il faut savoir utiliser les bons outils au bon endroit. Les Pardon outils et les l'exemple. instruments, les outils ou les instruments pour reprendre Ah ce ben sujet. voilà, c'est pour ça. Après, pour rassurer le candidat, pour le coup, si son paragraphe montrait que le pouvoir d'achat est un instrument pour diminuer le chômage, parce qu'en diminuant le pouvoir d'achat, en fait, en flexibilisant le marché du travail, on diminue le pouvoir d'achat, et c'est peut-être par ce biais-là qu'on diminue le chômage. Bon, ça Oui. pourrait s'entendre, voilà. Donc c'est pas forcément une catastrophe non plus, voilà, pour pas. Faut pas Oui, qu'on pardon. soit Enfin, voilà. effectivement, mais oui, voilà, je suis quand même d'accord avec Thierry que c'était pas le premier argument qu'on attendait, mais ça peut s'entendre. C'est vrai que les analyses et les graphiques, c'est quelque chose qui est attendu. On le Tout à voit fait. de plus en plus dans les rapports de jury. On les publie sur Mister Prépa, on les analyse, on les décortique. Là, on a avec nous deux correcteurs également qui voient passer plusieurs copies chaque année. Donc, c'est hyper intéressant d'avoir leur point de vue. Donc, forcément, pas de name drop. Il faut citer des auteurs. On a justement Aminata qui nous pose la question est-ce qu'il y a un nombre d'auteurs minimum, un quota qui est attendu dans les rapports et de la part des correcteurs pour les différents sujets de SH? Il y a Non, il n'y pas a un pas de. nombre. Vas-y, Thierry, vas-y. Non, bon, il y a pas de nombre d'auteurs. Après, c'est facile à, enfin, j'allais pas dire à calculer si tu veux te rassurer. Aminata, c'est ça. Hein.
C'est ça. On demande à ce que les copies ne dépassent pas 8 pages, 10 pages, la qualité, voilà. En général, un auteur, si vous le détaillez bien, si vous essayez sa pensée, ça prend quoi? Ça prend quand même une dizaine de, enfin, 8-10 lignes, allez, un auteur pour essayer de bien. Vous faites le calcul, voilà. Mais il n'y a pas de quota, on n'a pas de quota, hein. Il faut juste éviter le name dropping, c'est-à-dire un auteur qui reste superficiel. Léo, quand il vous présente les auteurs là dans le corrigé, c'est détaillé, quoi. Ok, non, c'est assez clair. Et on a pour conclure, on n'a pas d'autres questions pour le moment là-dessus. On a Mister Man, donc c'est pas Mister Prépa, c'est Mister Man qui nous dit Dommage. est-ce que le schéma sur les droits de douane pourrait passer dans ce sujet? Léo, je te vois acquiescer. Oui, Ah oui, oui. puisque oui, vas-y Léo, tu l'as fait, c'est toi qui l'as commenté, ouais. Et en fait, l'argument qu'on a développé tout à l'heure sur la politique de concurrence et le libre-échange, si le candidat montre sur le libre-échange que en fait, le libre-échange permet justement de ne pas passer par cette situation de droit de douane et permet de garder ce prix mondialisé qui est le prix le plus faible dans le graphique des droits de douane, généralement on l'attribue à Samuelson, finalement, en fait, le candidat montre l'idée qu'on a défendue tout à l'heure avec un graphique. Et si le graphique est bien fait, ça pour le coup, je pense qu'on est d'accord avec Thierry là-dessus, que c'est un élément qui est très valorisé dans les copies. Donc c'était très bien d'y penser d'ailleurs. Moi, je félicite ce candidat. Eh ben, bravo à Ouais, très toi. bien. En termes d'éléments qu'on a évoqués, de graphiques potentiels, encore une fois, il y en avait probablement d'autres qui étaient évoqués, mais il y avait le graphique à 45 degrés que nous a évoqué pardon, Thierry, il y avait ISLM, ISLMBP, encore une fois, bah, ici, en l'occurrence sur les droits de douane, donc pas d'éléments spécifiques attendus, mais forcément ici, c'est des copies qui vont se distinguer parce que ça fait partie tout de même des exigences et des attentes des concepteurs, des correcteurs pour ces épreuves. Merci pour cette analyse.